Mon père s'est moqué de moi devant tout le monde. Toujours célibataire à 35 ans? Je suppose que le nouvel an, c'est juste toi et tes regrets. Ma mère m'a jeté un regard froid. Certaines personnes sont seules pour une raison. J'ai souri et j'ai dit, je ne suis pas seul. Je suis marié depuis des années. Vous n'avez simplement jamais été invité. Le visage de ma mère est devenu blême. Mon père a frappé la table. Explique-toi. Maintenant. Mon nom est Juliette Whitfield et j'avais 35 ans quand mon père a décidé de transformer le réveillon du Nouvel An en une salle d'audience et de faire de moi le cas que tout le monde était autorisé à juger. Nous étions assis autour de la table de salle à manger de mes parents, les assiettes encore chaudes, les verres à moitié pleins, le genre de dîner de famille où les gens sourient pour les photos avant de dire des choses qu'ils ne voudraient jamais voir enregistrées. Les enfants de mon frère riaient dans la pièce voisine. Ma mère lissait une serviette sur ses genoux comme si elle savait déjà que quelque chose de tranchant allait arriver et avait choisi de ne pas l'arrêter. Puis mon père a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec un petit rire, toujours célibataire à 35 ans. Je suppose que le nouvel an, c'est juste toi et tes regrets. Quelques personnes ont ricané parce que c'était plus facile que d'admettre que c'était cruel. J'ai gardé ma main autour de mon verre et n'ai rien dit. Ma mère m'a regardé avec cette expression froide et polie qu'elle réservait au moment où elle voulait paraître douce tout en blessant profondément. Certaines personnes sont seules pour une raison, a-t-elle dit. C'est à ce moment que l'ambiance dans la pièce a changé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Juste assez pour que je sente 8 années de silence monter dans ma poitrine d'un seul coup. Mon père s'est penché en arrière, satisfait, comme s'il avait enfin dit ce que tout le monde pensait. Alors, j'ai posé mon verre avec précaution, l'ai regardé de l'autre côté de la table et j'ai souri. Je ne suis pas seul, ai-je dit. Je suis marié depuis des années. Vous n'avez simplement jamais été invité. Le visage de ma mère est devenu blême. Mon frère a arrêté de mâcher. Le sourire de mon père a disparu si vite que cela a presque semblé douloureux. Puis sa paume a frappé la table assez fort pour faire trembler les couverts. Explique-toi, maintenant. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait là où vous êtes. Je veux juste savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Pour comprendre pourquoi ces mots ont eu l'effet d'une allumette sur de l'essence, vous devez comprendre le genre de famille dont je suis issu. Mon père, Grant Whitfield, avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à gérer une petite agence bancaire à Greenville, en Caroline du Sud. Et même après sa retraite, il se comportait toujours comme si chaque pièce avait un grand livre que lui seul savait équilibrer. Il aimait les chiffres nets, les pelouses nettes, les réputations nettes et les familles qui avaient l'air bien de l'extérieur. Ma mère, Diane Whitfield, avait travaillé pendant des années à l'accueil d'une école primaire, ce qui signifiait qu'elle avait maîtrisé l'art de sourire doucement tout en jugeant tout, des chaussures de quelqu'un à la façon dont il élevait ses enfants. Ils n'étaient pas des monstres. Ce serait trop simple. Ils payaient leurs factures à temps. Ils envoyaient des cartes d'anniversaire. Ils se présentaient à l'église, apportaient des gratins aux voisins malades et savaient exactement quoi dire quand la famille de quelqu'un d'autre avait des difficultés. Mais à l'intérieur de notre maison, l'amour venait toujours avec une forme à laquelle on était censé s'adapter. Mon frère aîné, Caleb Whitfield, correspondait parfaitement à cette forme. Il s'est marié jeune, a acheté une maison à 15 minutes de chez mes parents, a eu 2 enfants avec sa femme Marissa, a entraîné la petite ligue, a fait des grillades le dimanche et a posté le genre de photos de famille que mes parents pouvaient montrer aux gens sans rien expliquer. Pour mon père, Caleb était la preuve qu'il avait élevé au moins un enfant correctement. Pour ma mère, la vie de Caleb était sûre, familière et facile à défendre. Puis il y avait moi, Juliette Whitfield, la fille qui a quitté Greenville après l'université et n'est jamais revenue sauf pour les vacances, les funérailles, les anniversaires et la culpabilité. Je n'ai jamais été imprudente. Je n'ai jamais été arrêtée, je ne leur ai jamais demandé d'argent, je ne les ai jamais embarrassés d'une manière qui aurait dû avoir de l'importance. Mais j'avais commis un crime plus silencieux aux yeux de mon père. J'avais construit une vie qu'il ne pouvait pas facilement résumer à ses amis. Je ne vivais pas à proximité. Je n'avais pas d'enfant. Je n'ai pas amené de mari à Thanksgiving. Je ne passais pas mes week-ends assise sur le même banc d'église, à saluer les mêmes familles, à répéter les mêmes histoires jusqu'à ce qu'elles deviennent une preuve d'appartenance. Mon père croyait en la famille, mais ce qu'il entendait vraiment, c'était la visibilité.
Il voulait une famille assez proche pour être photographiée, assez simple pour être expliquée et assez obéissante pour qu'il se sente respecté. Tout ce qui sortait de ce cadre le mettait mal à l'aise. Et quand mon père se sentait mal à l'aise, il en faisait une leçon pour quelqu'un d'autre. Il appelait ça de l'inquiétude. Il appelait ça de l'honnêteté. Il appelait ça vouloir le meilleur pour moi. Mais l'inquiétude ne vous humilie pas devant vos proches. L'honnêteté n'attend pas que tout le monde regarde. Vouloir le meilleur pour quelqu'un ne ressemble pas à une blague conçue pour faire rire toute la table de sa vie. Pendant des années, je l'ai laissé faire ces petites remarques parce que c'était plus facile que de déclencher une guerre pendant le dîner. Tu travailles trop, Juliette. Cet appartement à Atlanta doit te sembler vide. Ton frère a compris ce qui comptait. Ma mère adoucissait le coup sans retirer le couteau. Ton père s'inquiète juste pour toi. Caleb baissait les yeux sur son assiette et faisait semblant de ne pas avoir entendu. Marissa changeait de sujet pour parler des enfants et je souriais parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. Je souriais à travers les questions sur les rencontres amoureuses. Je souriais à travers les dames de l'église que ma mère essayait de me recommander. Je souriais quand mon père me disait que le succès ne signifiait pas grand-chose si je n'avais personne qui m'attendait à la maison. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un m'attendait à la maison depuis 8 ans. Quelqu'un qui connaissait le son de mes clés dans la serrure. Quelqu'un qui pouvait dire à ma voix si une journée m'avait brisé ou juste un peu plié. Quelqu'un que mon père n'avait jamais mérité le droit de rencontrer. Mon travail a été l'une des premières choses que ma famille a appris à mal comprendre exprès. J'étais la directrice des opérations de crise pour une organisation privée de secours en cas de catastrophe basée à Atlanta. Ce titre semble net quand on le dit rapidement, mais le travail lui-même était tout sauf net. Cela signifiait des appels téléphoniques à 2 heures du matin parce qu'un ouragan avait changé de cap. Cela signifiait se tenir dans un centre de commandement temporaire avec 3 téléphones, une batterie d'ordinateurs portables mourante et une liste de familles qui avaient besoin d'un abri avant la tombée de la nuit. Cela signifiait décider quel camion partait en premier, quelle équipe médicale était envoyée où, quel comté avait du carburant, quel abri avait de l'électricité et comment étirer les ressources quand il n'y en avait jamais assez. Je coordonnais les logements d'urgence, les fournitures, les équipes de terrain, les unités de bénévoles, les itinéraires de transport et parfois les conversations horribles que personne d'autre ne voulait avoir. Mon travail existait dans l'espace entre le désastre et la dignité. Quand les gens perdaient tout, mon équipe essayait de s'assurer qu'ils ne se perdaient pas eux-mêmes aussi. J'aime ce travail. Pas parce qu'il était glamour. Il ne l'était pas. Il n'y avait pas de photos parfaites, pas de fin nette, pas d'applaudissements qui duraient plus longtemps que la prochaine urgence. La plupart du temps, le succès ressemblait à une mère obtenant un bon d'hôtel avant que ses enfants ne doivent dormir dans une voiture. Il ressemblait à un homme âgé recevant ses médicaments après 3 jours sans électricité. Il ressemblait à une ville inondée obtenant des douches portables, des générateurs et de l'eau potable avant que les camions de nouvelles ne passent à autre chose. Ce genre de travail comptait pour moi. Il avait toujours compté pour moi. Mais pour ma famille, c'était juste un autre signe que j'avais choisi la mauvaise vie. Mon père avait l'habitude de dire, courir après les catastrophes n'est pas un avenir, Juliette. Quand vas-tu construire quelque chose qui dure? Il le disait comme si je jouais à faire semblant dans un costume, comme si je finirais par dépasser mon but et m'installer dans la vie qu'il avait imaginée pour moi. Ma mère demandait si tout ce stress était la raison pour laquelle je n'avais trouvé personne. Caleb m'a dit un jour gentiment que j'utilisais peut-être le travail comme une excuse pour ne pas affronter ma solitude. Je me souviens avoir regardé mon téléphone après cet appel, assise dans un aéroport près de Tampa, portant encore de la boue sur mes bottes d'un quartier inondé où mon équipe avait passé la journée à reloger des familles. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. J'ai failli dire, je ne suis pas seul. Je suis marié. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'était ça, le problème avec ma famille. Ils ne posaient pas de questions pour apprendre. Ils posaient des questions pour confirmer ce qu'ils croyaient déjà. J'avais essayé de partager la vérité de ma vie de manière plus discrète. Quand notre organisation a aidé à reloger des centaines de familles après une tempête côtière, j'ai envoyé un article de presse dans la discussion de groupe de la famille. Mon père a répondu « Bon travail ». Et puis a immédiatement demandé à Caleb si les enfants avaient gagné leur match de football. Quand j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la gestion des urgences à Denver, j'ai envoyé une photo de la scène. Ma mère a répondu avec un emoji en forme de cœur,
puis a écrit 3 paragraphes sur la pièce de théâtre de l'école de mon neveu. Quand j'ai reçu un prix pour le leadership en matière de redressement communautaire, j'ai posté une photo de la plaque. Caleb a écrit « C'est génial ». Étage 2 minutes plus tard, Marissa a envoyé des photos de leur nouvelle crédence de cuisine. Je ne blâme pas les enfants d'être célébrés. J'aimais ma nièce et mon neveu. Ils étaient innocents dans tout cela. Ce qui faisait mal, c'était de réaliser que dans ma famille, ma vie était toujours une musique de fond. La vie de Caleb était l'événement principal. Son hypothèque, ses enfants, ses promotions, ses vacances, sa carte de Noël familiale. Tout ce qu'il faisait devenait une preuve de stabilité. Tout ce que je faisais devenait un petit détail étrange qu'il ne savait pas comment valoriser. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de leur offrir des morceaux de moi-même. Ce n'était pas soudain. C'est arrivé tranquillement. Une mise à jour manquée, un message texte supprimé, une réussite que j'ai gardée pour moi. Une photographie que j'ai choisi de ne pas envoyer. Je me disais que c'était la paix. Je me disais que j'étais mature. Mais en réalité, j'apprenais à disparaître de ma propre famille sans qu'ils s'en aperçoivent. Au moment où j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, j'avais déjà appris une leçon dangereuse. Si quelque chose m'était précieux, l'endroit le plus sûr pour cela était loin de la voix de mon père. J'ai rencontré Ethan Bellamy à la Nouvelle-Orléans lors d'une conférence sur la reconstruction après un ouragan que j'avais failli manquer. J'étais épuisé cette semaine-là, fonctionnant au café noir et au sommeil d'hôtel. Et je me souviens d'être assise au fond d'une salle de conférence en pensant que si une autre personne utilisait l'expression résilience à long terme sans expliquer comment la financer, j'allais sortir. Puis Ethan s'est levé lors d'un panel et a poliment exprimé son désaccord avec presque tout le monde sur scène. C'était un architecte spécialisé dans les logements de redressement communautaire après les inondations, les ouragans et les incendies de forêt. Il ne parlait pas comme un homme essayant d'impressionner une salle. Il parlait comme quelqu'un qui s'était tenu dans suffisamment de quartiers détruits pour savoir que les bonnes intentions pouvaient encore construire de mauvaises solutions. Je l'ai interpellé pendant la période des questions parce que je pensais que son calendrier était irréaliste. Il a soutenu que les logements d'urgence construits trop rapidement pouvaient piéger les familles dans des conditions dangereuses pendant des années. J'ai soutenu que les familles sans toit n'avaient pas le luxe d'attendre une conception parfaite. Il m'a regardé, a hoché la tête et a dit, « Alors la réponse doit être rapide et digne. » Pas rapide au lieu de digne. J'ai détesté à quel point j'aimais cette phrase. Après le panel, je m'attendais à ce qu'il m'évite. Au lieu de cela, il m'a trouvé près de la machine à café et a dit, « Je pense que nous avions tous les deux raison. » Ce qui est ennuyeux parce que cela signifie que le travail est plus difficile. C'est la première chose qu'Ethan m'ait jamais dite quand nous n'étions pas devant un microphone. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Nous avons parlé pendant près de 4 heures. D'abord des modèles de logement, des retards de financement fédéral, des problèmes de zonage et de la raison pour laquelle la reconstruction après une catastrophe punissait toujours 2 fois les familles les plus pauvres. Puis d'Atlanta, de la Nouvelle-Orléans, de l'enfance, de la musique, de la mauvaise nourriture d'aéroport et de l'étrange solitude d'un travail qui comptait trop pour être abandonné. Ethan avait des yeux calmes, le genre qui ne pressait pas les gens. Il écoutait sans attendre son tour de parler. Je n'étais pas habitué à ça. Dans ma famille, le silence signifiait généralement le jugement. Avec Ethan, le silence ressemblait à un espace. 7 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle à Savannah après un orage d'été. Il y avait 11 personnes, tous des amis, aucun parent de mon côté sauf une cousine plus âgée en qui j'avais plus confiance que la plupart des gens de ma lignée. Je portais une simple robe ivoire. Ethan a pleuré avant que j'arrive à l'hôtel, ce dont je l'ai taquiné pendant des années. Après la cérémonie, nous avons mangé des fruits de mer dans un petit restaurant près de la rivière, et la propriétaire nous a offert une part de gâteau parce qu'elle a dit que quiconque était prêt à se marier par ce temps méritait du sucre. Ce n'était pas le genre de mariage que ma mère aurait planifié. Il n'y avait pas d'annonce à l'église, pas de drame de plan de table, pas de discours de famille, pas de danse père-fille où mon père aurait pu jouer la fierté devant un public. C'était calme, sincère et à nous. C'est exactement pourquoi je l'ai aimé. Les gens demandent pourquoi je n'ai pas prévenu ma famille. La réponse n'est pas que j'avais honte. Je n'ai jamais eu honte d'Ethan. J'étais fier de lui depuis le début. Je ne leur ai rien dit parce que je pouvais déjà entendre ce que mon père ferait de la nouvelle. Il demanderait pourquoi Ethan n'était pas de Greenville.
Il demanderait pourquoi son travail l'emmenait dans des zones sinistrées au lieu d'un bureau stable. Il demanderait si sa famille était respectable. Il demanderait pourquoi nous nous étions précipités. Même si 7 mois à connaître Ethan me semblait plus honnête que 35 ans à être incomprise à la table de mes parents, il transformerait mon mariage en procès et lui-même en juge. Ethan savait tout cela. Je lui en ai dit plus que je ne voulais l'admettre. Un soir, quelques semaines avant le mariage, je lui ai demandé s'il pensait que j'étais injuste en ne les invitant pas. Il est resté silencieux un moment, puis a pris ma main et a dit « Je n'ai pas besoin d'être accepté par des gens qui n'ont pas encore appris à te respecter. » Cette phrase a apaisé quelque chose en moi, non pas parce qu'elle résolvait tout, mais parce qu'elle nommait la vérité. Ma famille ne manquait pas simplement d'informations sur moi. Elle manquait de respect pour les informations qu'elle avait déjà. Alors, j'ai gardé mon mariage privé, non pas caché par honte, mais protégé du mépris. Pendant 8 ans, Ethan a été mon foyer, mon témoin et la partie de ma vie que mon père ne pouvait pas atteindre. Notre mariage n'était pas parfait de la manière polie et mise en scène que les gens prétendent en ligne. C'était mieux que ça. C'était réel. Ethan et moi avons construit une vie à Atlanta qui n'avait pas besoin de se donner en spectacle pour qui que ce soit. Nous avions une petite maison avec trop de livres, un porche arrière plein de plantes et un vieux chien de refuge nommé Murphy qui croyait que chaque orage était une attaque personnelle. Nos emplois du temps étaient ridicules. Parfois, Ethan était sur la côte de la Géorgie pour examiner des conceptions de logements résistants aux inondations pendant que je coordonnais les opérations d'abri à 3 États de là. Parfois, nous dînions à 22h30 debout dans la cuisine parce qu'aucun de nous n'avait l'énergie de s'asseoir. Parfois, nos cadeaux d'anniversaire étaient des choses pratiques comme un casque à réduction de bruit, de meilleurs bagages, ou une année inoubliable, un générateur après qu'une tempête a coupé le courant pour la moitié de notre quartier. Mais il y avait de l'amour dans tout cela. Ethan savait comment je prenais mon café quand j'étais en colère, c'est-à-dire plus fort que d'habitude, et dans la tasse bleue ébréchée. Je savais qu'il prétendait ne pas se soucier des récompenses, mais qu'il gardait chaque mot de remerciement manuscrit des communautés qu'il avait aidé à reconstruire. Il venait à mes discours quand il le pouvait, s'asseyant toujours là où je pouvais le voir. Je révisais ses propositions de projet tard le soir, encerclant des phrases et écrivant des commentaires dans les marges. Nous n'étions pas seuls. Nous étions occupés, fatigués, têtus, reconnaissants et profondément ensemble. C'est ce qui rendait le secret compliqué. Il nous protégeait, oui, mais la protection peut devenir un mur même si on la construit pour de bonnes raisons. Je rentrais seul à Greenville pour Thanksgiving, seul pour les anniversaires, seul pour le récital de danse de ma nièce, seul pour le dîner de retraite de mon père. Chaque fois, mon siège passager vide devenait la preuve de l'histoire que ma famille voulait raconter sur moi. Tu aurais pu amener quelqu'un, disait ma mère, comme si j'avais un placard plein d'hommes convenables et que j'avais simplement oublié d'en emporter un. Mon père faisait des blagues sur le fait d'économiser de l'argent parce qu'il n'avait qu'à mettre une seule place pour moi. Caleb me demandait si je voyais quelqu'un, puis ajoutait rapidement, sans pression. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, rendait les choses pires. J'ai appris à mentir de manière petite et ennuyeuse. Ethan était un appel professionnel. Notre voyage d'anniversaire était une conférence. L'alliance en argent que je portais sur une chaîne sous ma blouse n'avait rien de sentimental. Lorsque ma mère a eu son dîner pour son 62e anniversaire, j'ai conduit jusqu'à Greenville sans lui et j'ai regardé mon père porter un toast sur la famille et les gens qui se présentent. Je me souviens d'être assise là, les mains croisées sur mes genoux, pensant à Ethan de retour à Atlanta, mangeant de la soupe réchauffée parce que j'avais choisi une fois de plus de ne pas l'amener dans une pièce qui ne saurait pas comment l'honorer. C'était l'une des premières fois où le secret ressemblait moins à une protection qu'à une punition. Pas une punition pour ma famille, une punition pour moi. Ethan n'a jamais exigé que je change cela. C'était la partie la plus difficile. S'il avait été en colère, j'aurais peut-être pu argumenter. S'il m'avait accusé de le cacher, j'aurais peut-être pu me défendre. Mais il comprenait trop bien. Il m'embrassait sur le front avant que je parte pour des événements familiaux et disait « Rentre à la maison quand tu seras prête ». La patience dans cette phrase me brisait un peu plus le cœur à chaque fois. Au dîner du réveillon du Nouvel An, tout a changé. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Mon père avait envoyé un texto 3 jours plus tôt. Sois à l'heure. La famille est plus importante qu'une autre urgence de travail. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Cette semaine-là,
Ethan était au Texas pour aider à examiner des plans de logement pour un comté rural inondé, et il a proposé de revenir en avion plus tôt. Je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai dit que ce ne serait qu'un dîner. Juste quelques heures. Juste une soirée de plus à sourire à travers des commentaires que j'avais déjà entendus. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il m'a fait confiance. Appelle-moi à minuit, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive. J'ai promis que je le ferais. Quand j'ai conduit jusqu'à Greenville, je me suis dit que j'y allais parce que ma mère avait l'air fatiguée au téléphone. Je me suis dit que j'y allais parce que la famille était compliquée et que je ne voulais pas être cruel. Mais au fond de moi, je pense que je savais que j'approchais de la fin de ce que je pouvais supporter. J'avais passé 8 ans à protéger ma paix. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais proche de me protéger enfin moi-même. Alors, quand mon père a frappé la table et a dit « Explique-toi, maintenant ». Je n'ai pas bronché, ce qui m'a surprise plus que quiconque. Pendant la majeure partie de ma vie, ce ton avait suffi à me faire rétrécir. C'était la voix qu'il utilisait quand une facture était en retard. Quand Caleb a éraflé la voiture à l'adolescence, quand je suis rentré de l'université et que j'ai dit « Je ne reviendrai peut-être pas à Greenville ». C'était la voix d'un homme qui croyait que le volume était la même chose que l'autorité. Mais ce soir-là, le son de sa paume contre la table ne m'a pas fait peur. Il a rendu quelque chose à l'intérieur de moi très calme. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes photos et j'ai tourné l'écran vers eux. La première photo était de notre jour de mariage à Savannah. Ethan se tenait devant moi dans un costume sombre. La pluie brillait encore sur les fenêtres de la chapelle derrière nous, tenant mes mains comme si on venait de lui confier l'avenir et qu'il ne voulait pas le laisser tomber. J'ai entendu ma mère inspirer brusquement. J'ai glissé vers la photo suivante. Ethan et moi à Porto Rico, en sueur et brûlés par le soleil, debout à côté d'une rangée de maisons nouvellement construites résistantes aux tempêtes. Une autre photo. Nous deux à un gala de leadership en reconstruction à Nashville, sa main reposant légèrement sur mon dos pendant que je riais de quelque chose hors champ. Une autre, notre 5e anniversaire dans les montagnes Blue Ridge, enveloppé dans des couvertures sur le porche d'un chalet. Murphy endormi entre nous. Une autre, Ethan dans le public lors de ma cérémonie de remise de prix à Atlanta, l'air si fier que cela me serrait encore la gorge. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Caleb avait l'air stupéfait. Marissa a couvert sa bouche. Les yeux de ma mère n'arrêtaient pas de passer de mon visage au téléphone comme si elle essayait de faire apparaître 8 ans en marche arrière. Mon père a été le premier à rompre le silence. C'est ridicule, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu une partie de sa force. Tu t'attends à ce que nous croyions que tu es marié depuis 8 ans et que tu ne l'as simplement jamais mentionné. Oui, ai-je dit, parce que c'est ce qui s'est passé. Le mariage n'est pas quelque chose que l'on cache comme un compte en banque secret, a-t-il lancé. Essayais-tu d'embarrasser cette famille? J'ai failli rire à ce moment-là. Pas parce que c'était drôle, mais parce que même face à la preuve de ma vie, son premier instinct était de faire de mon mariage une affaire de sa réputation. Non, ai-je dit. J'essayais de protéger quelque chose de précieux d'une pièce qui n'a jamais traité avec soin quoi que ce soit de précieux pour moi. Le visage de ma mère s'est un peu décomposé. Juliette, pourquoi dis-tu ça? Parce que c'est vrai. Ma voix n'a pas tremblé. Je l'ai regardé, puis Caleb, puis je me suis retourné vers mon père. Savez-vous ce que je fais réellement comme travail? Pas la version vague. Pas Juliette voyage trop ou Juliette est d'après les tempêtes. Savez-vous quel est mon travail? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a murmuré, tu coordonnes des programmes de secours. Je dirige les opérations de crise dans plusieurs États, ai-je dit. Je gère des réseaux d'abris d'urgence, des équipes de terrain, des chaînes d'approvisionnement et la logistique de la reconstruction lorsque les communautés s'effondrent. L'année dernière, mon équipe a aidé à placer plus de 900 personnes déplacées dans des logements temporaires sur après 2 grandes tempêtes. J'ai envoyé l'article dans la discussion de groupe de la famille. Caleb a baissé les yeux. Il s'en souvenait. Papa a répondu avec un pouce levé, ai-je continué. Puis il a demandé à Caleb des nouvelles de la petite ligue. Quand j'ai remporté le prix du leadership en reconstruction à Atlanta, j'ai envoyé une photo. Maman a envoyé un cœur. Et puis nous avons passé 40 minutes à parler de la rénovation de la cuisine de Marissa. Quand j'ai donné un discours à Denver sur la réponse aux catastrophes en milieu rural, j'ai envoyé le lien.
Personne ne la regardait. Ma mère a commencé à dire mon nom, mais j'ai continué. Pas fort, c'était important. Je ne criais pas. Je témoignais. J'ai arrêté de partager parce que chaque chose importante dans ma vie disparaissait dans cette famille. Ça devenait un bruit de fond. Ça devenait quelque chose à reconnaître poliment avant de retourner aux vies que vous compreniez. Alors, quand j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais, quelqu'un de gentil, de brillant et de stable, quelqu'un qui écoutait vraiment quand je parlais, j'ai fait un choix. Je l'ai tenu à l'écart de cette table. La mâchoire de mon père s'est crispée. Alors c'est de notre faute. Non, ai-je dit. Mes choix sont les miens, mais la raison pour laquelle ces choix semblaient nécessaires se trouve dans cette pièce. Ça a fait mouche. J'ai vu que ça a touché Caleb en premier. Son visage a changé, pas de façon spectaculaire, juste assez pour que je sache qu'il avait enfin compris que sa place dorée dans la famille avait été construite en partie sur mon effacement. Mon père a repoussé sa chaise. Je ne vais pas me faire sermonner dans ma propre maison. Alors écoutez plutôt. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir, et pour une fois, je ne les ai pas repris. Vous m'avez traité de solitaire pendant des années parce que ça vous donnait l'impression d'avoir raison. Vous m'avez traité d'égoïste parce que ma vie ne tournait pas autour de la vôtre. Vous avez qualifié mon travail d'instable parce que vous ne saviez pas comment vous en vanter à l'église. Et ce soir, vous avez essayé de m'humilier devant tout le monde parce que vous pensiez que je n'avais aucune preuve que j'étais aimé. Son visage est devenu rouge. Ma mère avait des larmes aux yeux maintenant, mais je ne pouvais pas dire si c'était pour moi ou pour l'inconfort d'entendre enfin la vérité en public. Je me suis levé et j'ai pris mon manteau. Vous n'aurez pas le droit de rencontrer Ethan parce que vous êtes curieux. Vous n'aurez pas accès à mon mariage parce que votre fierté est blessée. Si jamais vous rencontrez mon mari, ce sera parce que vous aurez d'abord appris à respecter votre fille. Mon père a dit mon nom une fois, plus bas cette fois. Peut-être un avertissement, peut-être une supplication. Je ne me souciais plus de savoir lequel. Je l'ai regardé et j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour être jugé. Je suis venu ici pour dire adieu à la version de moi qui n'arrêtait pas de demander la permission. Puis je suis sorti avant que le plat principal ne soit servi. Derrière moi, personne n'a ri. Personne ne m'a appelé, sauf ma mère. Et même elle n'a dit mon nom qu'une seule fois, comme si elle savait qu'elle n'avait pas le droit de me demander de rester. Dehors, l'air froid semblait honnête. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Ethan. Juste 2 mots. Ça va? Pour la première fois de la soirée, j'ai souri. J'ai répondu par texto, ça ira. Puis je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de la maison où j'avais passé trop d'années à me faire plus petite. Les conséquences ne sont pas arrivées comme un éclair. Elles sont arrivées comme une lente fissure dans du verre. Au début, il y a eu le silence. Pas d'appel ce soir-là, pas d'excuses le lendemain matin. Juste un seul texto de Caleb qui disait « Je n'en avais aucune idée ». Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. Je sais, c'était une partie du problème. Ma mère a appelé 2 jours plus tard, mais je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Ton père est contrarié ». Et je l'ai supprimé avant que la phrase ne puisse se terminer. J'en avais fini de traiter son inconfort comme une urgence. À la fin de la semaine, l'histoire avait commencé à se propager dans la famille parce que les secrets ne restent pas immobiles une fois qu'ils s'échappent d'une salle à manger. Une tante a appelé ma mère pour lui demander s'il était vrai que j'étais marié depuis des années. Un cousin a trouvé une vidéo d'un de mes discours de conférence en ligne et l'a envoyé dans la discussion de famille avec le message « Juliette est incroyable. Pourquoi personne ne nous a parlé de ça ?» C'est à ce moment-là que mon père a commencé à comprendre la partie qui le blessait le plus. Il n'avait pas seulement eu tort, il avait eu publiquement tort. L'image qu'il avait passé des années à polir, le père sage, l'homme respecté, celui qui savait à quoi ressemblait une famille réussie, s'était fissuré devant les personnes même qu'il voulait impressionner. Une semaine plus tard, quelqu'un de son église a mentionné qu'il avait vu le travail de mon organisation présenté dans un reportage régional après une intervention suite à une inondation. Mon père, qui aimait paraître informé, a dû rester là et admettre qu'il ne l'avait pas vu. Pour un homme comme Grant Whitfield, c'était une punition plus vive que des cris. Il a dû faire face au fait que des étrangers en savaient plus sur la vie de sa fille que lui. Ma mère a rappelé après ça. Cette fois, son message était différent.
Elle n'a pas mentionné les sentiments de mon père. Elle a dit, « Juliette, je suis désolé que nous ayons rendu plus facile pour toi de cacher la joie que de la partager. » C'est la première phrase qui m'a fait la rappeler. Je ne lui ai pas pardonné lors de cet appel téléphonique. Je dois être clair à ce sujet. Le vrai pardon n'est pas un interrupteur que quelqu'un actionne parce que la personne qui l'a blessé se sent enfin mal. Je lui ai demandé de quoi elle était désolée. Elle a pleuré, mais elle a répondu. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir laissé mon père transformer l'inquiétude en critique. Elle était désolée d'avoir agi comme si le mariage et les enfants étaient la seule preuve d'une vie pleine de sens. Elle était désolée de m'avoir appris que les bonnes nouvelles étaient plus sûres lorsqu'elles étaient gardées secrètes. C'était la première conversation honnête que j'ai jamais eue avec ma mère. Puis elle a demandé si elle pouvait rencontrer Ethan. Je lui ai dit que je lui demanderais et je lui ai dit qu'il y aurait des règles. Pas de blagues sur le temps que ça a pris. Pas de questions sur les enfants. Pas de commentaires sur la raison pour laquelle nous avons choisi un petit mariage. Pas de prétention que les 8 dernières années avaient été un malentendu. S'il venait chez nous, il venait avec respect ou il ne venait pas du tout. En mars, Ethan et moi avons organisé notre dîner pour notre 8e anniversaire à Atlanta. Mes parents sont venus. Caleb est venu aussi, sans Marissa et les enfants, car il a dit qu'il avait besoin d'être présent sans se cacher derrière le bruit de la famille. Ethan a ouvert la porte lui-même. Il n'a pas agi froidement. Il n'a pas non plus agi avec empressement. Il était poli, calme et stable comme il l'avait toujours été. Ma mère a apporté des fleurs et l'a regardé avec le visage de quelqu'un qui réalise qu'elle avait manqué une personne, pas seulement une information. Caleb lui a serré la main et a dit, « Je te dois des excuses aussi, même si on vient de se rencontrer. » Ethan a hoché la tête et a dit, « J'apprécie. » Mon père a été le dernier à parler. Pendant la majeure partie du dîner, il a été plus silencieux que je ne l'avais jamais vu. Il a posé des questions à Ethan sur ses projets de logement, et je pouvais dire, à la manière prudente dont il formulait la question, qu'il avait fait des recherches sur lui il y a des années. Cela aurait pu m'émouvoir. Ce soir-là, j'ai laissé cela n'être qu'un début. Après le dessert, mon père s'est levé au bout de notre table de salle à manger. Ses mains étaient jointes devant lui, et pour une fois, il avait l'air moins d'un juge et plus d'un vieil homme qui avait enfin découvert le coup de sa certitude. Il a dit, « Juliette, j'ai eu tort. » Personne ne l'a interrompu. J'ai mesuré ta vie à l'aune de ce qui avait du sens pour moi. J'ai confondu le contrôle avec l'inquiétude. Je t'ai embarrassé parce que je pensais avoir le droit de définir si tu étais heureuse. Je ne l'avais pas. Et Ethan, je suis désolé que mon comportement ait fait de cette famille un endroit dont ma fille a senti qu'elle devait te protéger. La pièce était complètement silencieuse. Ses excuses n'ont pas effacé 8 ans. Elles ne lui ont pas donné un accès instantané à chaque partie de ma vie. Mais elles ont fait quelque chose d'important. Elles ont placé la vérité là où elle devait être, non pas sur moi, mais sur lui. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, Ethan et moi étions dans la cuisine à charger les assiettes dans le lave-vaisselle. Je me sentais plus légère, mais pas parce que tout était réparé. Tout n'était pas réparé. Mon père devrait gagner la confiance lentement. Ma mère devrait apprendre à écouter sans aplanir les parties difficiles. Caleb devrait remarquer quand le silence le mettait à l'aise aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais pour la première fois, je ne portais plus seul le mensonge familial. La leçon que j'ai apprise est une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour sans respect peut devenir du contrôle. La famille sans écoute peut devenir un endroit où les gens cachent les meilleures parties d'eux-mêmes. Et personne ne devrait avoir à réduire son bonheur simplement parce que quelqu'un d'autre ne comprend qu'une seule version d'une vie réussie. L'éducation ne se résume pas à ce que nous apprenons dans les livres ou les carrières. Parfois, les connaissances les plus précieuses viennent de la compréhension finale de notre propre valeur, de l'établissement de limites saines et du refus de laisser la honte parler plus fort que la vérité. Je crois toujours que les familles peuvent changer, mais seulement lorsque l'honnêteté est plus forte que la fierté. Et si vous avez déjà caché une partie de votre vie parce que les personnes les plus proches de vous vous ont fait vous sentir jugé au lieu d'être aimé, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Votre paix n'est pas un manque de respect. Vos limites ne sont pas de la cruauté et votre bonheur n'a pas besoin de la permission de quiconque a refusé de voir votre valeur alors qu'elle se tenait juste devant eux.